Alors, je ne sais pas dans quel camp vous êtes derrière votre écran. Est-ce que vous croyez à la révolution des NFT ou alors pas du tout? On en parle justement avec deux invités qui ont un regard assez contradictoire sur cette question. Gabriel Mamoumani, fondateur de Panda Dynasty Studio, bonjour. Bonjour. Panda Dynasty Studio, c'est donc une société de développement de jeux communautaires pour le Web3, donc pionnier des NFT. Et nous avons également en visio avec nous Arnaud Chaudron, qui est business analyst et fondateur du média Geekzone, qui a écrit une tribune fort critique, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les NFT. Bonjour. Merci d'être connecté avec nous. Alors, je vais commencer avec Gabriel Mamoumani, qui est en plateau avec moi, priorité au plateau quand même. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de vous lancer sur ce marché des NFT? En fait, l'année dernière, en été 2021, il y a eu une sorte de superbe élan sur les communautés Web3, en particulier sur Twitter, avec un intérêt de co-construire, grâce à des communautés, des projets en engageant et en animant des membres, en particulier sur le réseau Discord, afin de construire des projets, donc ça peut être des jeux, ça peut être des projets artistiques, qui intègrent de manière très profonde les remontées de la part de la communauté. Et ce sont les outils Web3 qui permettent ce genre de choses. Alors oui, plus précisément, comment le NFT change la donne pour vous là-dessus? Alors le NFT, il faut revenir à la définition de ce terme. Le NFT, c'est un droit de propriété au format digital. Donc la meilleure définition serait de le comparer à une carte grise, à un certificat d'authenticité ou même une facture qui vous permet de prouver la propriété de tel ou tel bien. Donc c'est associé à l'objet numérique? Absolument, c'est un objet numérique qui appartient dorénavant réellement à des personnes qui peuvent le prouver grâce aux technologies de la blockchain. C'est un outil qui a... C'est une petite révolution dans le monde virtuel qui permet réellement de prouver à quel point j'ai un droit de participation dans tel ou tel projet ou dans tel ou tel jeu vidéo. Alors moi je sens un premier point de désaccord du côté de Arnaud Chaudron, puisque moi j'ai lu votre papier, et premier désaccord c'est c'est peut-être pas sur la définition, mais c'est sur le fait que le lien entre l'objet numérique et le NFT soit si puissant et profond. Tout à fait, parce qu'en fait, ce qui est très souvent utilisé, c'est de dire que le NFT est lié à la blockchain et qu'effectivement, du coup, la propriété de l'objet va se faire son problème. C'est un raccourci qui est malheureusement faux. Il faut savoir que le NFT lui-même, l'objet numérique, le produit, est vraiment un mauvais produit. C'est-à-dire que vous avez en fait juste acquis un pointeur. Quand vous achetez un NFT, vous achetez effectivement... Alors la carte grise, comme métaphore, je suis pas trop d'accord. On est plus au niveau du ticket de caisse, le petit ticket de caisse. Même pas une vraie facture très détaillée. Ce qui va se passer, c'est que derrière ce NFT, vous avez juste le numéro de votre wallet, votre portefeuille numérique. Vous avez un identifiant qui va définir en fait sur la blockchain justement l'objet, et derrière vous avez un pointeur qui vous emmène sur un site, voilà, c'est comme une URL si vous voulez, et derrière il n'y a aucune garantie que l'objet qui est pointé, et il y a, pour être complet, il y a aussi une petite description de ce qu'on est censé trouver à la fin de cette URL, et derrière il y a absolument aucune garantie que l'objet derrière va être intéressant, enfin va être le bon. Si le serveur disparaît, bah, le produit disparaît. Si on vous le remplace ou on vous le hack, ou le site web se fait hacker, il y a un problème qui n'est pas du tout géré au niveau du NFT. Tout ça est géré par des places de marché, et ces places de marché en fait centralisent complètement les NFT, ce qui flingue au passage l'argument de la décentralisation, ce qui est totalement faux, puisque tous les achats de NFT sont complètement liés et à la blockchain avec laquelle ils ont été faits, et derrière avec la plateforme sur laquelle ils vont être vendus, échangés, etc. Arnaud Chaudron, gardez quelques arguments pour après, qu'on puisse quand même débattre. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'ici on est face finalement à une technologie qui est fragile, que ce lien entre l'objet numérique et le NFT qui prouve la propriété, il est fragile technologiquement. Est-ce que pour autant, je vais essayer quand même de faire répondre Gabriel Mamoumani, est-ce que pour autant ce point-là, pour vous, est un problème qui pourrait mettre en danger l'avenir des NFT? Je pense pas. D'abord,
pour répondre à la dimension de la fragilité de ce type de technologie, en effet, elles sont extrêmement récentes. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait énormément de construction en ce moment. En fait, il faut essayer de comprendre pourquoi, c'est quoi la philosophie derrière ces mécaniques. Ce sont des philosophies qui viennent plutôt justement de concepts de décentralisation, puisque on est arrivé avec un Web 2 qui a été complètement phagocyté par des GAFAM qui sont complètement propriétaires à la fois des contenus qui sont postés sur les grandes plateformes comme Facebook, Twitter ou Instagram, et aussi des données. Les données sont propriétaires de ces géants. Et l'idée de cette décentralisation à travers des technologies Web3, de la blockchain et des NFT en particulier, c'est de donner un petit peu plus de pouvoir, un petit peu plus de droits aux utilisateurs, puisque grâce à leur wallet, ils sont capables de prouver cette propriété. Alors, il peut y avoir des problèmes de serveur, en effet, comme il a été évoqué, mais la propriété, elle existe réellement. Et ensuite, d'un point de vue de la décentralisation, en effet, il y a des plateformes comme OpenSea, par exemple, qui concentrent les audiences et donc organisent les achats-reventes, mais la réalité de la propriété reste pour les détenteurs de wallets, et plus... Alors, il y a un concept intéressant du smart contract. Plus les smart contracts seront publics et seront accessibles au public, plus on aura la possibilité de sortir des logiques des grandes plateformes comme OpenSea et donc de donner encore plus de poids à la décentralisation. Arnaud Chaudron, donc 2 arguments. C'est vrai qu'on a une technologie neuve. Bon, c'est pas la seule techno fragile entre nous dans le numérique. Et puis ensuite, deuxième chose, c'est vrai que là, on change le paradigme de la propriété. C'est-à-dire qu'on était passé d'une époque où on était entièrement propriétaire de ce qu'on achetait dans la vie physique, réelle. Ensuite, on a pu télécharger. On est passé plutôt à la mode du streaming. Aujourd'hui, on est totalement dépossédé finalement de nos propres contenus. Là, ces promesses autour du NFT, est-ce qu'elles ne vous intéressent pas? Est-ce que vous n'y croyez tout de même pas du tout? J'y crois pas du tout parce que le produit est très mauvais. Si vous regardez, d'ailleurs, le marché commence à ne pas y croire parce que les courbes sont catastrophiques au niveau depuis un an là. La problématique, c'est que le NFT ne règle aucun problème lié à la possession, c'est-à-dire que ça ne gère aucun problème lié à la propriété intellectuelle. Quand vous achetez un NFT, vous n'avez aucune garantie que la personne qui vous le vend était propriétaire de l'objet qui est, des données, que ce soit une image, une musique, etc., qu'on a mis en vente. Il faut savoir qu'OpenSea, pendant un moment, ils étaient à plus de 90% de création graphique volée, en fait, qui était automatisée. Les mecs allaient pomper des sites de création graphique qui allaient minter des NFT pour les revendre derrière. Donc ça a évidemment été un gros problème, puisque derrière le beau discours que les graphistes, les illustrateurs, etc., allaient avoir, les artistes en général allaient avoir comme ça accès à une nouvelle plateforme qui leur permettrait d'être propriétaires, parce qu'il y a une notion qui était très mise en avant pendant longtemps, c'était la notion de royalties. Donc effectivement, dans Smart Contract, on peut définir, quand on fait un NFT, quel pourcentage du créateur original, quel pourcentage d'argent va être touché à chaque revente par le créateur original. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a des gens qui ont simplement été volés plein de données et les ont revendus et touchent à chaque revente. Mais il n'y a aucun moyen justement de prouver en amont que la personne qui minte le NFT est bien propriétaire de la création artistique. Il n'y a aucun moyen de transférer correctement derrière ces problèmes de copyright. D'ailleurs, maintenant aujourd'hui, c'est quelque chose qui est discuté dans la communauté. Il y a encore un article qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Coinbase autour de ça, parce que même pour la gestion du copyright, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils devraient utiliser, et c'est une problématique assez lourde. Et puis, quand on enlève les beaux discours d'intention qui sont quand même beaucoup liés à des envies de business et d'investissement, il y a un problème derrière qui est très net. Ouais, vous allez revenir. Cette question-là de l'effondrement du marché, on a surtout un effondrement du côté des crypto-monnaies. Est-ce que les NFT peuvent être une victime collatérale ? En équivalent fiat, c'est-à-dire en équivalent de monnaie traditionnelle, en euros, en dollars, oui, il y a une baisse. Mais la réalité, c'est que le prix des collections en
Ether, en Ethereum, qui est la principale monnaie qui est utilisée aujourd'hui pour la création de ces collections NFT, est assez stable en réalité. Il y a eu des chutes de 5%, 10%, mais on est très très loin des chutes vertigineuses des 70% de baisse de l'Ether ou de Bitcoin depuis 6 mois. Donc je pense que c'est... Et puis c'est un investissement peut-être plus long terme, le NFT aussi. Moi, je ne parlerai pas forcément d'investissement. Je trouve que c'est une technologie qui est extrêmement intéressante de pouvoir détenir une partie d'un projet à travers ce genre d'outils. On a face à nous une communauté de crypto-enthousiastes qui représente peut-être au grand maximum 1 million, peut-être 2 millions de personnes à travers le monde, et qui a envie d'aller plus loin dans son engagement et sa participation autour de projets web. Et donc, le fait de détenir cet objet, c'est pas forcément un investissement. L'objectif n'est pas forcément la spéculation, mais plutôt une évolution des usages dans le monde d'Internet. Moi, j'avais bien aimé aussi cette notion qu'un autre féru de NFT m'avait transmis, c'était finalement on passe de la propriété privée à une propriété plus publique avec le NFT. C'est vrai. C'est une forme différente de propriété. Absolument. On est en train d'expérimenter. Absolument. Je suis un peu surpris quand j'entends qu'on a du mal à déterminer la propriété. Là, pour le coup, tout est visible, tout est accessible. C'est comme même ça, l'avancée de la blockchain, c'est que la base de données est transparente. Et donc, il est tout à fait possible de déterminer quelle wallet est propriétaire de quelle donnée. Et donc, c'est à la fois le NFT une dimension de rendre plus transparente et plus publique les échanges qui se réalisent sur Internet. Bon, alors moi j'entends aussi les arguments d'Arnaud Chaudron, hein. J'entends bien la problématique de sécurité, de fiabilité de cette technologie. C'est vrai que j'ai aussi tenu des débats sur la blockchain. J'essayais de faire expliquer pourquoi les crypto-monnaies se faisaient pirater alors qu'on nous disait que la blockchain c'était quelque chose qui était inviolable. Bon, donc on voit bien qu'on a un problème de centralisation, de plateformes qui peuvent être attaquées, que finalement on est dans un système où on revient à la centralisation. Mais Arnaud Chaudron, je voulais vous faire réagir sur cette émergence quand même de nouveaux acteurs où on a l'impression de revivre un peu les débuts d'Internet. De toute façon, il y a un énorme coup à jouer pour eux. Effectivement, c'est aussi pour ça que tout à l'heure, je reviens sur la notion de propriété. La propriété, en amont, en fait, oui, une fois qu'elle est inscrite dans la blockchain, on est propriétaire. La personne peut prouver qu'elle l'aime, mais comme on parlait de NFT, donc de création artistique, c'est en amont la problématique. Et on ne sait absolument pas que la personne qui a minté le NFT est réellement l'auteur. Donc c'est là où il n'y a absolument pas de gestion de la problématique, et qui est une vraie problématique qui n'est pas d'ailleurs nouvelle. Mais pour les plateformes, oui, il y a plein de gens qui essayent Comment est-ce qu'on pourrait la régler, justement, cette problématique ? Elle est extrêmement complexe parce que justement la façon de gérer les portefeuilles numériques est un problème assez compliqué. On revient toujours sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien, on utilise cette vanne depuis bien trop longtemps, mais on n'a pas le moyen de mettre en corrélation facilement le fait que vous êtes bien qui vous dites être sur telle ou telle plateforme. Et de toute façon, quand vous arrivez, quand vous mintez un NFT et que vous rajoutez le fichier quel qu'il soit, en disant voilà, maintenant celui-là il est à moi sur telle blockchain, il y a plusieurs problèmes. C'est que déjà vous en êtes propriétaire sur une blockchain, mais moi je peux tout à fait minter le même sur une autre blockchain par exemple. Et en plus, donc du coup, qui est le propriétaire de l'objet? Tous les deux en fait. Mais il y a une vraie problématique de transaction derrière, puisque qui est le propriétaire original, qui est la personne qui l'a créé et qui est donc censé toucher les royalties correctement si des royalties ont été définies, ce qui n'est pas forcément le cas. Et derrière, il y a une problématique de ces plateformes donc tout à l'heure, quand je parlais du marché, c'est pas forcément la valeur moyenne, c'est vraiment le volume de transactions qui s'est effondré depuis un an, depuis que la mayonnaise est un peu en train de retomber. Mais on est vraiment sur des gens qui n'ont pas vraiment d'intérêt à trop réguler, puisque de toute façon, eux touchent, quel que soit le créateur, eux vont toucher sur chaque transaction. Donc il y a aussi une grosse partie de personnes qui sont motivées par l'avarice, tout bêtement. Il y a beaucoup d'investisseurs. C'est le problème, Arnaud Chaudron, là, dont vous parlez, c'est le problème du tiers de confiance, finalement. Tout à fait.
Tout à fait. Et eux, en plus... Alors là, je vais faire parler Gabriel Mamoumani un petit peu sur la question du tiers de confiance. Ça veut dire quoi? Qu'il faut que l'écosystème aussi s'organise là-dessus. Le principe, c'est justement de le supprimer. C'est-à-dire que... On a toujours besoin d'un tiers de confiance pour valider une transaction. C'est la grande technologie du smart contract qui permet de résoudre ce problème. En fait, le smart contract permet justement d'automatiser l'action de ce tiers de confiance. Et donc en réalité, par exemple, dans le monde de l'assurance ou dans le monde de la banque ou peu importe, on a toujours besoin d'une société tierce afin de valider que tel ou tel événement va permettre un remboursement ou une transaction. Là, aujourd'hui, le smart contract, c'est une technologie qui permet, gravée dans la blockchain, d'automatiser un événement et donc de permettre qu'une action qui se réalise de gré à gré, c'est-à-dire si je vous vends mon NFT ou si je vous loue mon NFT par exemple, ça passera directement par le smart contract et c'est lui de manière automatisée qui va valider que l'événement a été réalisé et donc que la transaction peut être faite, qui peut être une transaction de vente ou ou délivrer une royalties par exemple. Pour vérifier la propriété du droit numérique à l'origine, pour vérifier que l'artiste est bien à l'origine de son œuvre. Là aussi, on a besoin d'un tiers de confiance. En fait, le système de plateforme doit jouer ce rôle-là. Oui, alors ça, c'est tout à fait juste. Il ne faut pas confondre le propriétaire du NFT et le créateur de la collection ou du NFT lui-même. Si le créateur fait un acte frauduleux, s'il copie, il y a eu des scandales de copie de grands peintres comme Picasso ou Magritte, par exemple, qui ont été copiés sur OpenSea. Là, en effet, les législateurs, les grandes institutions peuvent tout à fait intervenir pour identifier le créateur et le juger ou détruire cette collection qui n'a pas de réalité légale. Mais ensuite, le possesseur de cette collection, si la collection est légitime et si le propriétaire peut prouver la possession du NFT, là on peut tout à fait identifier que c'est bel et bien lui qui détient cet objet au format numérique. Ce sont des problèmes qui existent dans la vie réelle de copies, de copies par exemple d'objets de luxe ou dans le design par exemple, qui arrivent souvent. Et le législateur a toute sa part pour intervenir aussi dans le monde virtuel. Arnaud Chaudron, vous suivez un peu, j'imagine aussi, les questions de régulation aujourd'hui en Europe autour de ces sujets. Est-ce qu'il vous semble qu'on va dans le bon sens pour apporter davantage de sécurité dans ce domaine ? Ça va être un petit peu long parce qu'il y a un gros travail d'éducation justement à faire pour que les gens comprennent de quoi on parle. Tout à l'heure, on vient de parler de régulation et de gens qui pouvaient se retourner pour essayer de réguler tout ça. La problématique derrière, c'est qu'il est très facile de se cacher, entre guillemets, quand on copie et quand on industrialise en fait la vente et la création de faux, par exemple. Et c'est extrêmement compliqué de les gérer. Les créateurs de base n'ont pas n'ont pas les ressources en fait pour s'en occuper. Les gens qui vont pouvoir agir, ce sont des grandes marques, par exemple Nike, pas mal de marques de luxe se sont déjà un petit peu énervés, surtout quand eux ont voulu essayer d'aller sur ce marché-là. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient déjà présents, mais pas du tout par eux en fait. Donc du coup pour eux c'était extrêmement compliqué et ça a été un petit peu une découverte. Maintenant les régulations, que ce soit au niveau de la blockchain, enfin des crypto-monnaies et des NFT en particulier, je pense qu'il y a énormément à faire et le marché du NFT et cette espèce de volonté de tout monétiser, pour moi, elle est extrêmement dangereuse. On parlait du jeu vidéo. Je travaille dans le jeu vidéo depuis 1993. On va s'arrêter là, Arnaud Chaudron. Je suis désolée, on arrive à la fin déjà de notre temps imparti, mais je sais qu'il suffit d'appuyer sur le bouton et que vous êtes parti. Donc, je vous réinviterai. On continuera d'en parler des NFT parce qu'ils ne sont pas quand même tout de suite morts. C'est quand même une tendance qui continue de prendre. Je signale, Gabriel Mamoumani, que vous avez rédigé un livre, 8088 Panda, les clés de succès d'un entrepreneur des NFT. Parmi ces clés, il y a la question de la sécurité à prendre en compte et je pense que vos deux points de vue nous ont permis de bien le comprendre. Merci à tous les deux. Merci Arnaud Chaudron, cofondateur de Geekzone.fr et Gabriel Mamoumani, fondateur de Panda Dynasty. Juste après la pause, on continue dans cette thématique de la sécurité puisqu'on va recevoir Damien Bancal pour nous parler des news du cybercrime.